aussi consultante, donc je travaille avec des entreprises. Et moi, j'étais consultante, mais en Asie, donc j'ai une vision très opérationnelle des choses, disons, très terrain. Et puis aussi, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises, mais entre autres pour Unilever, et en particulier avec cette problématique de remonter aux matières premières, sachant qu'Unilever c'est l'engagement d'Unilever sur les matières agricoles, et Unilever travaille également aussi en ce moment, vous pouvez aller voir, c'est public, c'est sur leur site, sur les minéraux qui rentrent dans la composition de leurs produits de toilette et leurs produits d'entretien. Voilà, mais cette volonté d'aller jusqu'au... Et là, j'ai proposé moi-même une question, Marie-Caroline, c'est avec la volonté d'aller jusqu'aux matières premières. Alors, on pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il y a une relation commerciale établie, ou est-ce qu'on doit contrôler ce fournisseur avec qui je n'ai pas un lien direct, est-ce que j'ai une influence sur lui? Donc, je ne sais pas si tu as... Quelle est la réponse par rapport à ça? Parce que c'est pas toujours facile d'atteindre et d'avoir une influence sur ses fournisseurs. Ah, Oui, donc par rapport à la notion de relation commerciale établie, qui est dans la loi? La notion de relation commerciale établie, elle vient du droit de la concurrence et elle pose certains critères. Il faut je les ai plus en tête, mais je crois qu'il faut une relation stable, qu'on s'attende à ce qu'elle dure dans le temps, etc., etc. Donc ça peut être les fournisseurs ou les sous-traitants, enfin les partenaires commerciaux de rang 1 ou de rang 2. Mais en fait, ça a été pour limiter à un moment donné dans la loi et qu'elle soit pas... le législateur a été soucieux, je pense, de répondre aux peurs des entreprises qu'on les oblige à aller structurer toute leur chaîne. Donc il fallait délimiter. Mais quand on regarde l'objectif de tout ça, ce qui se retrouve dans les textes de soft law, dans les principes directeurs des Nations Unies, de l'OCDE, etc., l'objectif, c'est bien d'aller identifier les impacts tout au long de sa chaîne. Ça n'a aucun sens d'aller poser des questions à son fournisseur de rang 1 si en fait ce fournisseur ne fait par exemple qu'empacter des produits. Ce qui compte, c'est bien l'objectif final, qui transparaît la philosophie de cette loi et la philosophie de ces textes, c'est bien de limiter les impacts tout au long d'une chaîne. Donc oui, on peut très bien se contenter d'aller regarder juste son fournisseur de rang 1, mais en fait ça n'aura aucun sens et on ne répondrait pas aux objectifs qui sont aujourd'hui fixés et surtout à la tendance qu'on est en train de prendre aujourd'hui à travers tous ces textes en fait, qui est vraiment d'aller en bout de chaîne, en amont ou en aval, pour créer une nouvelle dynamique dans cette manière de... D'accord, merci pour cette réponse. Alors, je vais passer, donc quant à moi, je vais présenter d'abord comment établir une politique. Alors, j'avais revu un peu ce qui était la cartographie de la chaîne d'appro, passé parce que je crois qu'on l'a vraiment vu. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est complexe et qu'il faut essayer de remonter jusqu'aux matières. Alors, et après, je vais donc maintenant parler sur comment vraiment définir une politique. Alors, je voudrais dire tout d'abord je vais comme dire juste un mot sur la politique. C'est que dans la chaîne d'approvisionnement, donc aussi l'impératif de cartographier sa chaîne d'approvisionnement, c'est que c'est comme ça que vous allez voir les différentes activités, les différents produits, les différents pays qui rentrent en composition dans vos produits que vous vendez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi cartographier vos risques. Donc, c'est essentiel de faire ça, préalablement, donc à la cartographie des risques. Ensuite, pour revenir, je vais dire un mot filiale. Alors c'est vrai que autant sur les fournisseurs, il y a des années et des années de travail des ONG, des institutions, des acteurs nationaux, donc pour définir ce que doit être la vigilance ou la diligence dans la chaîne d'appro. Sur les filiales, il y a peut-être un peu moins c'est peut-être quelque chose qui a été moins théorisé ou modélisé, ou je ne sais pas comment dire, pour ce qui est des filiales. Alors, je vais seulement donner quelques éléments ici, mais pour essayer de vous montrer que c'est différent, mais qu'après, on peut aussi avoir la même logique d'approche que la logique qu'expliquait Marie-Caroline. Donc, tout d'abord, si vous regardez vos filiales, ça va être un nombre nettement plus réduit. Il va y avoir un nombre nettement plus réduit de filiales que les fournisseurs. Donc, j'ai donné un exemple de nombre de fournisseurs, parce que j'ai plusieurs exemples sur Unilever, donc je suis tombée sur ça aussi. Unilever a 76 000 fournisseurs.
Donc forcément, je n'ai pas trouvé le nombre de filiales, c'est pour vous dire aussi la différence d'effort peut-être sur la transparence, mais bon, sur les filiales, c'est intéressant. Mais donc, Unilever, 76 000 fournisseurs, forcément, donc le nombre de filiales sera incomparable, ce sera bien moins élevé. Donc déjà, ça facilite aussi, par contre, un contrôle. Ensuite, il y a un lien direct et un contrôle plus fort. Alors, ça va toujours dépendre du poids de l'entreprise dans l'actionnariat et la gouvernance. Mais selon si on a une minorité de blocage ou la majorité des voix, ou, enfin, la maison mère aura un lien direct, un contrôle plus fort. Pardon, normalement. Alors par contre, c'est vrai qu'on peut se poser la question, c'est quand une entreprise a une part mineure dans une filiale, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est par exemple le cas, je travaille sur les mines, mais c'est par exemple le cas dans les mines où souvent il y a 3, 4 acteurs dans un projet minier. Et parfois, il y a aussi l'État du pays d'accueil, enfin le gouvernement du pays d'accueil. C'est vrai que l'on pourra se demander comment ça va se passer. Je n'ai pas forcément beaucoup d'éléments sur le sujet. Voilà, personnellement. Peut-être que d'autres gens en auront, et en tout cas, nous on essaiera de revenir là-dessus, mais voilà. Alors après, ce qu'on pense, c'est qu'il faut s'appuyer entre autres donc, sur toute la pratique des accords cadres internationaux. La France est un pays qui a initié et puis dans lequel il y a un certain nombre d'accords cadres internationaux. Et ces accords cadres internationaux, au moins pour les aspects de travail, qui sont ceux les plus couverts, sont très intéressants à étudier pour voir comment donc, le respect des droits humains est mis en œuvre donc, dans les filiales via ces accords cadres. Je pense que c'est très intéressant d'aller voir ces accords cadres. Et puis ensuite, alors pour ceux qui se diraient oui, mais bon, les filiales, c'est bon, on les contrôle, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Écoutez, je pense, alors d'expérience, et puis il y a même des études qui le montrent, c'est exactement le contraire. Parce que comme l'expliquait Marie-Caroline, il y a une dimension culturelle qui n'est pas toujours évidente à matérialiser, mais ce qui peut nous sembler, nous, quelque chose d'inacceptable, donc un exemple, c'est le travail des enfants, ou certaines formes d'enfants, dans un autre pays, ça fait quelque chose de normal, même si il faut se référer aux normes internationales. Hein, donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut dire que le travail des enfants est normal, hein, parce que là, il faut se référer encore une fois aux normes de l'OIT. Mais bon, il y a une différence culturelle qui fait que ce qui nous choque peut ne pas choquer ailleurs. Voilà, et même si c'est une filiale. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là qui est hyper important. Et j'ai mis un exemple sur cette feuille, qui est donc une étude qu'avait fait Oxfam sur Unilever au Vietnam. Donc, sur la filiale Unilever au Vietnam. Et si vous regardez, c'est en fait vous avez indiqué donc, le salaire minimum d'embauche. Et est-ce qu'il était, alors en jaune, c'est ce qu'il mentionnait, il était au-dessus du salaire minimum légal. En rouge, il était au niveau du salaire minimum. Et en rouge foncé, donc c'est quand le salaire d'embauche était inférieur au salaire minimum. Donc comme vous pouvez le voir, donc ça c'est pour Unilever, donc en Chine c'était 20% des employés qui étaient embauchés en dessous du salaire minimum. En Inde, donc c'est au-delà de 40%, Pakistan, Philippines, c'est environ 50%, et Vietnam, c'est... Donc ça, c'est quelque chose qu'a publié Unilever, qui était venu donc à partir du rapport fait par Oxfam sur le Vietnam. Voilà. Alors, ensuite, pour revenir aussi donc dans une politique droits humains, quels sont les droits à inclure? Donc, si on regarde tous les textes qui sont sortis, donc les principes de l'ONU, mais aussi ISO 26000, l'OCDE, et puis tous les textes internationaux, en fait, les droits humains à retenir couvrent un périmètre large de droits humains, et donc on se réfère en général à toutes les conventions et aux textes internationaux sur les droits humains. Donc par exemple, cela veut dire que sur les droits au travail, donc bien sûr il y a les droits fondamentaux au travail, issus des conventions fondamentales de l'OIT, mais il convient aussi d'inclure d'autres droits humains, donc en particulier ce qui est le droit à un salaire décent, la sécurité, voilà. Donc un périmètre large pour ces droits, puis donc ça veut dire aussi que ça couvre l'environnement et d'autres droits. Donc pour ça, vous pouvez... donc voilà, tous ces référentiels font appel à un périmètre large de droits humains. Ensuite, sur la France, il y a eu un avis, donc avis sur les relations responsables entre donneurs d'ordre et fournisseurs et recommandations pour la mise en œuvre de la diligence raisonnable de la plateforme RSE.
Et en fait, donc, cet avis date de 2017, et dans cet avis, auquel participait Amnesty, donc, il est mentionné que pour le devoir de vigilance, donc les entreprises doivent se fonder sur les 4 domaines mentionnés par la directive européenne relative à la transparence RSE, qui sont donc les questions environnementales, les questions sociales et personnelles, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption. Donc là encore, si on regarde ce qui a été l'avis public pour la France, c'est une acception large des droits humains. Voilà. Donc ce qui veut aussi dire que, par exemple, sur ce qui est travail dans la chaîne d'appro, il faut aller peut-être plus loin, enfin sans doute plus loin que juste. Alors après, j'ai mis 2 exemples. En fait, j'ai mis un exemple sur Unilever, sur comme le disait. Alors, on entend une voix, oui. Alors, c'est Madame Valérie Selly, et je vais vous mettre en silence, parce qu'on entendait votre micro s'était mis en activé. Voilà. Donc, si on prend, là je vais donner 2 exemples sur des politiques de droits humains pour voir comment des entreprises ont priorisé donc, les droits humains sur lesquels elles devaient se focaliser. Comme le disait Marie-Caroline, ça ne veut pas dire que les autres droits humains, l'entreprise n'a pas à se pencher dessus, mais c'est plus que sur certains droits humains, il devrait y avoir une vraie priorité parce que ils sont saillants en termes de risque pour l'entreprise. Enfin voilà, par exemple, parce qu'aussi ils sont non acceptables. Pas de souci pour Valérie. Donc là, vous pouvez voir les droits humains donc, de Unilever. Donc ça inclut discrimination, la rémunération, le travail forcé, liberté d'association, harcèlement, santé, sécurité, les droits fonciers également et les heures au travail. Et puis après, donc, je vais donner aussi un exemple. Alors, je suis désolée, c'est une copie d'écran, donc on ne voit pas forcément grossir un peu, mais c'est Total. Et Total, donc c'est à 3 axes majeurs, pardon. 3 axes majeurs, donc qui sont le respect des droits humains, le respect des droits de l'homme, voilà, de nos collaborateurs et la promotion de ces principes dans la chaîne d'approvisionnement, la gestion des impacts potentiels de nos activités sur les communautés locales, donc les droits des communautés locales, et ensuite la sécurité, donc à la fois au travail, mais aussi la sécurité physique des collaborateurs et des installations. Bon, les installations, c'est pas très... Mais, voilà, au moins des collaborateurs. Et puis après, c'est détaillé sur exactement, pour les communautés locales, qu'est-ce que ça veut dire exactement le respect des droits humains, et puis pareil pour les 2 autres. Voilà, 2 exemples. Après, là, je vais aussi passer assez rapidement, parce que Marie-Caroline en a parlé, mais donc l'importance de prendre en compte les attentes des parties prenantes pour cartographier ces risques de droits humains. Donc, je dirais, je pense que c'est bon, d'après, voilà, qui est en anglais, mais bon, je fais comme ça. Et en fait, il y a énormément de sources pour cartographier et prioriser, pour cartographier vos risques et puis aussi travailler à prioriser les risques les plus significatifs. Donc, il y a tous les rapports internationaux. Donc, je les ai listés, on ne va pas les voir en détail, hein, bien sûr, mais il y a tous les rapports internationaux, il y a aussi des sites spécialisés. Après, il y a tout le travail des ONG. Alors, ici, et en particulier, il y a des rapports annuels qui sont des vrais rendez-vous. Il y a le rapport des syndicats aussi. Donc, par exemple, il y a le rapport de la CSI ou ITUC sur l'indice sur les violations des droits syndicaux. Il y a le rapport droits humains, par exemple, de Amnesty. Et puis après, bon, on en a cité d'autres. Il y a aussi, par exemple, des choses peut-être un peu moins connues, mais comme un rapport annuel d'un département d'État américain sur les travails forcés. Voilà, et bon, ça c'est ce qui est international ou ce qui a une visée extraterritoriale. Hein. Après, vous avez aussi beaucoup de rapports nationaux sur un sujet, et puis après, vous avez aussi donc, les ONG, je disais, que aussi, donc, ce que je veux dire aussi, c'est que vous pouvez aussi avoir des données qui sont locales. Et je vais donner un exemple, en fait, donc sur moi, le sujet sur lequel j'avais travaillé, donc les minéraux industriels. En fait, c'est un domaine qui est un peu occulté par les minerais classiques, et en particulier tout ce qui est métaux. Et donc, du coup, il y a un peu moins d'informations. Et c'est vrai que les informations, on trouvait souvent des choses très intéressantes au niveau des pays, enfin des gouvernements nationaux. Donc, par exemple, on travaillait beaucoup sur l'Inde, et donc il y avait beaucoup de choses de rapports du gouvernement indien. Et puis après, il y avait aussi beaucoup de choses d'ONG indiennes. Et en fait, on peut se dire, ah oui, mais est-ce que c'est fiable? Parce que c'est une petite ONG, elle n'est pas connue. Alors, quand vous voyez qu'il n'y a que ça comme source, que a priori vous essayez de vérifier ces sources, que vous trouvez 2 ou 3 rapports d'ONG locales qui vont dans le même sens, bon, je pense qu'aussi on peut considérer qu'il y a quelque chose de crédible dans ces données, surtout si tout va dans le même sens.
Voilà. Et donc, oui, à la fin, donc au-delà des rapports, il y a tout ce qui est aussi consultation des parties prenantes et des ONG locales et des syndicats locaux aussi, parce que vous obtiendrez plus d'informations. Voilà. Donc tout ça, beaucoup de ces sources sont gratuites, d'accès libre. Donc c'est tout à fait possible d'établir soi-même sa cartographie des risques. Après, comme le disait Marie-Caroline, il est important de faire évoluer cette cartographie des risques et de l'actualiser. Ça, c'est aussi un coût. Donc, voir comment il vaut mieux que ce soit internalisé ou externalisé. Valérie. Et puis après, donc, il y a aussi des services payants. Donc, en particulier, il y a Verisk Maplecroft qui donc fournit des indices de droits humains par pays, donc, sur les droits humains, puis aussi sur d'autres aspects comme l'environnement. Voilà. Donc voilà pour les sources d'information. Après, donc, comme l'a dit Marie-Caroline, donc je ne vais peut-être pas non plus parler trop longtemps, mais en fait, après, il faut, une fois qu'on a priorisé des risques, en tout cas, et une fois aussi qu'on a donc établi, cartographié sa chaîne d'approvisionnement, donc vous pouvez établir des critères de priorisation des fournisseurs. Et là encore, il ne s'agit pas de ne pas couvrir à terme tous les fournisseurs, mais vous pouvez les échelonner dans le temps. Et vous pouvez aussi ne pas avoir la même méthodologie pour les fournisseurs. Donc pour certains, vous pourrez faire des contrôles, des évaluations plus fréquentes ou un suivi plus fréquent. Pour d'autres, vous pourrez peut-être faire, quand vous avez 76 000 fournisseurs, hein, compliqué, mais pour d'autres, vous pourrez peut-être faire de l'auto-évaluation ou de l'évaluation par questionnaire. Ou, voilà, quoi. Mais après, néanmoins, il faut quand même couvrir toute sa chaîne d'approvisionnement de manière satisfaisante, donc en fonction de bien, et puis de couvrir tous ces fournisseurs. Et pour ça, ça veut aussi dire donc, les prioriser. Donc, vous pouvez prioriser selon des critères en fait en termes de risque, en termes de droits humains, en termes de l'importance du fournisseur pour le donneur d'ordre, et en termes de la capacité d'influence sur le fournisseur. Donc là encore, sur ce dernier critère, ça ne veut pas dire que si on n'a pas beaucoup d'influence, il ne faut rien faire. Mais il va falloir trouver peut-être d'autres moyens alternatifs pour éliminer les risques en termes de droits humains. Et je vais y revenir dans 2 secondes. Donc là, je vais vous laisser lire. Donc risque en termes de droits humains, donc ça est lié au pays, au secteur d'activité et aussi à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que si on a des très petits fournisseurs, forcément, ils auront une capacité moindre à se conformer à des standards en termes de droits humains. Enfin, clairement, ça c'est vrai. Après, est-ce qu'on doit éliminer les petits fournisseurs? Peut-être pas, mais bon, c'est à voir comment vous travaillez. Après, il y a tout ce qui est... donc Léna, oui, je répondrai peut-être un peu plus tard. Donc, quelle est l'importance du fournisseur? Bon, ben, ça c'est... Si c'est un fournisseur stratégique, forcément, vous travaillerez plus. Si vous achetez beaucoup auprès de ce fournisseur, aussi, vous travaillerez beaucoup dessus. Je vais donner un autre exemple. Justement, ce n'est pas un fournisseur direct, c'est l'huile de palme. Vous pouvez prendre Unilever ou aussi Nestlé. Ce n'est pas des fournisseurs directs. Hein. Il y a toute une chaîne d'appro pour arriver jusqu'à l'huile de palme. Mais pourtant, Unilever s'est engagé en 2008 pour arriver à 100% d'huile de palme durable, certifiée. En 2015 ou 2017, je ne sais plus. Et donc, clairement, ça veut dire qu'il faut travailler, donc il faut trouver une manière pour travailler jusqu'au bout de la chaîne. C'est comme ça aussi qu'a été développée une initiative collective qui est la RSPO. Et puis, c'est aussi comme ça que des entreprises peuvent aussi revisiter leur chaîne d'appro pour essayer d'enlever des intermédiaires pour essayer d'être plus près donc, de la production des matières premières et d'avoir une plus grande influence sur les fournisseurs de matières premières. Voilà. Donc je pense vraiment que sur cette capacité d'influence sur le fournisseur, la nécessité d'avoir une capacité d'influence et le fait que de temps en temps, ce n'est pas le cas aujourd'hui, en particulier sur les matières premières, ça peut amener à revisiter la chaîne d'approvisionnement pour ces matières premières. Bon. Ah, ben là, le slide a disparu. Désolée, donc le contenu, en fait, c'est la chaîne d'appro des minerais, mais donc on va le passer, mais où on montrait en fait pour chaque étape de la chaîne d'appro quels étaient les risques majeurs. Voilà. Après, sur les politiques en termes de droits humains, donc il convient de définir des objectifs et des principes d'action. Donc sur les politiques et principes d'action, sur ce que j'ai pu regarder, donc la politique formalisée, hein, le document, je veux dire, c'est encore une pratique émergente. Je pense que c'est quelque chose qui va quand même pas mal évoluer, et puis je pense que la loi justement va faire évoluer ces choses-là. Et quand je regarde, donc j'ai regardé quelques politiques, donc ce qui existe, quelques statements, enfin
politique en termes de droits humains. Donc, généralement, il y a une reconnaissance de l'adhésion aux principes internationaux, l'engagement aussi, puis d'intégrer en fait ces principes de respect des droits internationaux dans tous les processus de management, donc formation, responsabilité et rôle, gouvernance, évaluation, et ainsi de suite. Et puis l'engagement avec les parties prenantes, et puis après, comment seront mesurées et publiées donc ces choses. Alors Jacques, ouais. Je vais répondre peut-être à la question de Jacques et aux deux questions. La question aussi de Léna. Donc le gros problème malgré tout de la fiabilité de la RSPO. Donc je ne suis pas sûre de connaître le rapport, mais oui, de toute façon, Jacques, enfin, ce qui est sûr, c'est que toutes ces initiatives ne sont pas parfaites, même quand il y a une forme de certification. Alors là-dessus, je ne sais pas, parce qu'en plus, RSPO a différents niveaux de certification avec des niveaux de traçabilité plus ou moins exigeants. Donc en l'occurrence, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas pour là dans le cas de Villemar de quoi il s'agissait, mais clairement, tous ces standards et les certifications qui vont avec ne sont pas forcément crédibles. La RSPO, il y a eu plusieurs scandales de toute façon, donc oui, ça n'est pas suffisant. Après, il faut voir comment on améliore ces initiatives. Voilà, à la fois par les entreprises, par les ONG, enfin, par les acteurs, quoi. Voilà, et puis après, sur les objectifs possibles pour une politique en termes de droits humains, donc vous pouvez fixer, alors je pense que fixer un objectif en disant 100% de respect des droits humains, c'est un peu, je ne pense pas que ce soit très raisonnable. Par contre, vous pouvez fixer des objectifs, alors qu'ils soient internes ou publiés, hein, mais peut-être souvent internes, on verra. Vous pouvez avoir des objectifs en termes de traçabilité de vos produits, d'évaluation des fournisseurs, de démarche de progrès chez vos fournisseurs, de conformité des fournisseurs avec le code ou la norme de conduite adoptée. Voilà. Et définir des objectifs, c'est essentiel parce qu'effectivement, il n'y a pas de vent favorable pour le bateau qui ne connaît pas son port, donc comme citation de Sénèque, mais se fixer des objectifs, c'est vraiment important. Et il faut les échelonner dans le temps parce qu'en fait, toutes ces démarches, c'est des démarches qui prennent énormément de temps, ne serait-ce que pour établir la traçabilité des produits. C'est un travail de plusieurs années en général. Donc c'est des choses qu'il faut faire progressivement. C'est aussi pour ça qu'il faut peut-être commencer par les fournisseurs, peut-être les plus directs ou au moins ceux sur lesquels on a plus d'influence pour aller après le plus loin possible dans la chaîne d'affaires. Voilà. Et parce qu'aussi il faut bien travailler avec ces fournisseurs de rang 1 pour après aller vers les fournisseurs de rang 2. Voilà, merci. Donc après, une fois que vous avez fait ce travail, il faut normer ou codifier en fait. Alors je dis après, mais tout ça c'est un peu itératif et ça va pouvoir se mélanger ou être fait parallèlement. Hein, et puis vous reviendrez à un point. Enfin voilà, c'est des choses qui sont progressivement et puis un peu simultanément. Donc dans une démarche, il faut normer et codifier le comportement attendu des fournisseurs. Et en fait, donc juste un petit petite nuance de langage, c'est que vous pouvez avoir des codes avec des niveaux très différents. Donc en fait, vous pouvez avoir soit des principes généraux, donc il y a des entreprises qui ont des codes, par exemple fournisseurs très simples, avec des principes très généraux. Là, vous pouvez avoir des principes avec des codes avec des principes généraux, mais aussi des lignes directrices. Je vais vous montrer un exemple après. Donc où là, ça sera déjà plus détaillé et où l'entreprise, le donneur d'ordre, explicitera ce qu'il attend de ses fournisseurs sous un principe général. Il explicitera un peu qu'est-ce qu'il attend de ses fournisseurs. Et puis après, vous pouvez avoir intégré au code ou séparément, vous pouvez avoir en fait des guides ou des éléments beaucoup plus pratiques de mise en œuvre de tout ce qui est principe et ligne directrice. Là, c'est des éléments, alors, bon, alors c'est pris de Unilever, mais vous voyez, donc là, vous avez des principes, enfin d'ailleurs en plus, c'est pas tout à fait ça, mais donc il y a un engagement en termes de santé et sécurité, et puis après, en fait, ça va être détaillé dans dans des lignes directrices un peu plus détaillées, donc dans la colonne dans cette colonne au milieu. Voilà. Et puis après, Unilever a aussi, donc pour chaque ligne directrice détaillée, donc des éléments de conseils pour la mise en œuvre. Et je pense que pour être efficace avec ses fournisseurs, il faut vraiment avoir ce niveau de détail, c'est aller au guide de mise en œuvre, parce que ou sinon ça peut rester très compliqué, très abstrait, il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, et les fournisseurs peuvent aussi manquer de main-d'œuvre. Donc vraiment hyper important.
d'aller jusqu'au conseil de mise en œuvre. Alors, je vais remettre bien, voilà, merci. Après, une fois, donc, vous pouvez soit codifier vous-même en tant qu'entreprise, ou vous pouvez soit décider de rejoindre, ou vous pouvez faire les deux d'ailleurs, donc de rejoindre une ou plusieurs initiatives collectives. Bon, de toute façon, il faudra quand même codifier plus ou moins, enfin, il y a quasiment toutes les entreprises avec des politiques fournisseurs ont un code, il est donc plus ou moins détaillé, mais voilà, mais vous pouvez faire en plus, donc adhérer rejoindre des initiatives collectives. Les initiatives collectives, alors elles sont hyper utiles parce que, en fait, pour plusieurs raisons, donc pour en fait accroître l'influence sur les fournisseurs et donc le potentiel de coopération avec des fournisseurs. Elles permettent aussi de répartir les coûts parce que c'est des gros coûts tout ça. Donc, voilà. Et elles permettent de coopérer, mutualiser et puis d'être plus efficaces justement grâce à cette mutualisation. C'est pas seulement diviser les coûts, mais c'est en mettant plus d'expertise, de compétences, de savoir ensemble, donc ça permet de penser mieux. Les initiatives collectives, elles sont aussi choisies souvent parce qu'elles permettent de crédibiliser une démarche une démarche fournisseur, crédibiliser auprès des parties prenantes. Alors bon, on a vu que ce n'était pas le cas avec la RSPO, mais bon, crédibiliser sa démarche fournisseur ou par rapport donc, à des parties prenantes, par rapport à ses investisseurs. Voilà. Et puis après, il y a aussi il y a de plus en plus d'initiatives collectives et on peut se demander qui permettent d'avoir des réponses à des aspects vraiment très spécifiques du devoir de vigilance dans la chaîne d'appro. Alors, je vais citer une initiative qui sont plutôt des principes, qui sont les principes de DACA pour la migration avec la dignité, mais qui sont beaucoup pour l'emploi, en fait, des principes pour un meilleur respect des droits des travailleurs migrants. Et donc, en fait, vous avez ce général, People for Migration with Dignity. Et puis après, vous avez des principes plus détaillés. Donc là, j'ai grossi la 10e. Sur la liberté donc, de quitter l'entreprise, de changer d'entreprise. Et puis, pour chacun de ces principes, vous allez avoir des détails pour la mise en œuvre. Voilà, des conseils pour la mise en œuvre. Et on peut se demander si, alors avec toutes ces initiatives collectives, au jour d'aujourd'hui, si on regarde, elles permettent de... Bon, c'est un gros apport. Elles sont forcément, il y a des trous, hein, il y a des faiblesses. Et puis après, il y aura aussi un travail pour voir est-ce qu'elles couvrent bien les droits humains et le devoir de vigilance comme ça doit être fait. D'ailleurs, en fait, c'est sur le slide de plutôt d'après. Ça, c'est tous les critères d'évaluation. Mais si vous voulez, il faut vraiment se demander, quand vous réfléchissez à adhérer à une initiative, au-delà de sa crédibilité, hein, donc j'ai mis une crédibilité dans la dernière colonne, c'est de se dire d'abord comment mes problématiques sont couvertes et comment les droits humains auxquels mon entreprise doit faire attention sont intégrés. Et comment le principe de devoir de vigilance aussi est intégré. Voilà. Et il faut évaluer les initiatives en les comparant par rapport à vos risques, vos impératifs, aussi aux exigences de la loi sur le devoir de vigilance. Et je vous conseille donc comme source sur les initiatives collectives, donc il y a une base de données, enfin celle qui est la plus grande, qui est Standards Map de ITC, donc si vous faites Google, cherchez sur Internet, vous trouverez, et puis aussi sur la crédibilité des référentiels, donc c'est intéressant d'aller voir et de comprendre un peu la démarche d'ISEAL, qui justement, pour arriver à donner un peu une indication de crédibilité du référentiel, à une certification donc des référentiels. Par contre, justement, il faudrait que je vérifie, mais je pense que RSPO doit être je ne sais plus si c'est une certification exacte, mais bon, je pense que RSPO a fait ce processus de crédibilité des standards d'ISEAL. Et après, bon, vous avez d'autres sources qu'on a citées. Donc, sur la France, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que la plateforme RSE, donc sur stratégie.gouv.fr, a lancé un appel pour expérimenter des labels RSE sectoriels, donc plutôt pour les PME, et donc a lancé une expérimentation des labels RSE. Donc, c'est intéressant de voir ce qu'il en sortira. Là, ça on a déjà vu. Et après, sur la mise en œuvre, et d'aller vite, pardon. Alors, tout d'abord, donc aussi, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait établir la traçabilité. Donc, il y a d'abord une première idée qui est de se dire, bon voilà le type de fournisseur dans tel pays que j'ai dans tout. Enfin, encore, on ne sait pas forcément tous les pays, hein, on a des surprises.
Mais dans un premier temps, il faut savoir un peu quel produit on source, quel produit, de quel produit on a besoin et quel produit rentre dans la composition des produits fabriqués par l'entreprise pour déjà avoir une première carte de ses fournisseurs, de sa chaîne d'approvisionnement. Et puis après, il faut aller beaucoup plus loin et c'est établir la traçabilité. Et je crois, d'après ce que j'ai lu, c'est que le rapport d'Amnesty donc sur le cobalt est en partie là-dessus. Donc c'est le manque de traçabilité, de transparence sur cette chaîne d'appro. Mais donc il faut établir la traçabilité et là identifier tous les fournisseurs en remontant jusqu'aux matières premières qui sont dans votre chaîne d'approvisionnement. Et donc ça c'est un vrai travail qui peut être très difficile. C'est un travail aussi où, par exemple, si vous arrivez à un moment à un trader ou un intermédiaire, un bureau d'achat, un grossiste, eh bien, la traçabilité va, par exemple, tout simplement se perdre. Vous allez complètement perdre cette traçabilité. Donc, j'ai donné un exemple qui est public, animé, donc en fait de ENAF. Les pâtés ENAF, un jour, ont eu un problème de qualité de leur poivre dans leur boîte de thon. Et ça, ça a gâché une production, donc avec un impact coût très élevé. Du coup, ils se sont dit, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce problème de qualité. Et là, ils ont essayé de remonter la chaîne. Donc là, ce n'était pas pour une problématique RSE, enfin, c'était pour une problématique qualité de la production. Et donc, ils ont essayé de remonter la chaîne d'approvisionnement du poivre. Et en fait, celle-ci s'est arrêtée à Hambourg, au port de Hambourg. Et là, après, au-delà de ça, c'était pas impossible d'aller plus loin. En cherchant un peu, ils ont pu comprendre que ça venait de Chine où il y a des problèmes identifiés de qualité du poivre. Mais du coup, ça les a fait réfléchir sur la chaîne d'appro. Et suite à ça, ils ont mis en place en fait une filière exclusive d'approvisionnement de Sao Tomé en poivre biologique et équitable. Et où en fait, du coup, ils raccourcissent complètement la chaîne d'appro. Ils ont une maîtrise sur la coopérative avec laquelle ils travaillent et qui elle-même après donc a des liens très proches avec les paysans, enfin les cultivateurs qui font pousser le poivre. Et voilà, donc ça permet en fait. On voit que dans ce genre de cas, par exemple, si vous avez un intermédiaire, donc parfois il peut être nécessaire de changer la chaîne d'appro. Voilà. Changer la structure de la chaîne d'appro. En tout cas, il est absolument nécessaire d'aller au-delà de cet intermédiaire, de ce grossiste. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres difficultés. Donc, comme sur le cas des minerais ou de l'huile de palme, c'est qu'une fois qu'ils sont fondus, mélangés, c'est très dur de suivre la traçabilité. Après, il y a des histoires de coûts sur la traçabilité. Donc, on verra des exemples, hein, mais quand on achète des produits pas très chers, et bien, du coup, la traçabilité, ça peut être un surcoût important. Donc, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre. Puis après, il y a juste la complexité des chaînes d'appro. Voilà. Donc, les enjeux de la traçabilité. Et puis après, en fait, quand vous mettez en place une démarche de traçabilité, donc il faudra mettre en œuvre un certain nombre de choses, donc un système de gestion de la traçabilité. Donc ça veut dire qu'il faut documenter, suivre la réception et le départ de toutes les livraisons, de ce qui arrive dans votre entreprise ou chez un intermédiaire, et puis après ce qui repart à l'étape suivante. Ça veut dire aussi qu'il faut marquer ou avoir un mode de marquage ou de suivi des produits, des matières, il faut des contrôles, il faut un système de documentation très important. Entre autres, ça veut dire qu'il faut documenter, comme on disait, toutes les réceptions, toutes les livraisons, voilà. Et puis après, ça veut dire qu'il faut impliquer tous les acteurs de la chaîne et qui auront des niveaux aussi de faire des choses différentes. Ça, c'est 3 exemples de code, en fait, qui incluent des principes de traçabilité. Donc, le guide de l'OCDE sur les minéraux du conflit, donc le plus connu. Il y a la norme aussi de traçabilité de Responsible Jewelry Code, le RJC. Ah, oui. Et puis après, donc un autre exemple, FSC, Forest Stewardship Council. Donc comme vous le voyez, alors sur ces produits, c'est des produits qui sont, surtout par exemple les bijoux, donc c'est des produits qui sont chers, ou encore c'est le surcoût de la traçabilité, peut sembler acceptable. Après, c'est vrai que quand vous êtes sur des commodités moins chères, la suivante, donc comme l'huile de palme, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, en fait, c'est pour ça que l'huile de palme a mis des systèmes avec des niveaux de traçabilité différents, donc avec quand même certaines questions qu'on peut se poser. Donc là, le premier en haut à gauche, c'est Identity Preserved. Ça veut dire qu'en fait, vous savez l'origine, d'où vient l'huile de palme utilisée dans vos produits. Vous pouvez remonter jusqu'à là où l'huile de palme a été produite. Après, vous avez un autre niveau qui va être
segregated, c'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est l'huile de palme certifiée peut venir de différents endroits, mais l'huile de palme certifiée durable selon le standard RSPO va bien être séparée des autres, et donc on peut la tracer, et une entreprise peut acheter de l'huile de palme certifiée et segregated. Et puis après, vous avez une option qui est enfin vous avez deux options, je vais les passer en vitesse, mais en gros, je vais prendre la dernière, où en fait là, non, alors l'avant-dernière, c'est juste en fait l'huile de palme certifiée, elle peut être mélangée à d'autres huiles de palme non certifiées, et ça veut dire que vous aurez, le label que vous pourrez utiliser, c'est que c'est d'origine mixte, avec une partie, enfin contient de l'huile de palme certifiée durable, et puis après vous avez un dernier niveau de certification qui va être que vous allez juste avoir un crédit. C'est un peu comme acheter de l'énergie renouvelable aujourd'hui via le réseau qui s'appelle maintenant Enedis, c'est que vous payez des crédits pour qu'il y ait à hauteur de vos achats de l'huile de palme certifiée, mais par contre, ce n'est pas de l'huile de palme certifiée forcément que vous recevrez. Voilà. Voilà. Donc il y a, comme vous pouvez vous en douter, des différences de prix. Donc voilà. Donc tout ça pour dire aussi, mais donc du coup, c'est ce genre de traçabilité. Donc il faut voir, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui est acceptable peut-être, on verra au niveau de la loi, comment. Après, c'est des définitions, on va les passer en vitesse parce que donc, on arrive à la fin, mais vous les aurez, mais c'est justement sur la traçabilité, un peu les exigences. Donc ça, c'est issu du guide de l'OCDE. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait toute cette traçabilité, donc après vous pouvez mettre donc mettre en œuvre un plan, une démarche de progrès donc pour vos fournisseurs, et donc qui est quelque chose une démarche un peu plein de do, act, check, enfin comme les démarches de qualité. Et vous allez partir donc de tout ce travail initial, donc on a vu dans le webinaire et puis dans le webinaire précédent, et puis après donc développer donc les codes, les normes, c'est ce qu'on vient de voir, et puis après donc mettre en œuvre, et, donc avec donc les éléments de la mise en œuvre, donc savoir des processus, avoir donc des objectifs comme on a vu, avoir de la formation en interne et en externe, et puis en interne il faut couvrir tout le monde, et aussi pourquoi pas ça peut être de la formation des parties prenantes. Il faut mettre en place des outils et des guides qui permettent aux fournisseurs justement de mettre en œuvre ce qu'on leur demande, les exigences qu'on met. On peut avoir des outils d'auto-évaluation des fournisseurs. Donc des outils d'auto-évaluation, vous pouvez faire des évaluations externes, donc ça c'est déjà préalablement. Et voilà. Puis après, ça, c'est évidemment du travail collaboratif. Et après, donc ce que vous avez, c'est que vous pouvez avoir, alors c'est pas forcément dans une année, ça, mais bon, il faut que ce soit fait dans le temps, mais vous pouvez avoir, l'idée c'est d'emmener dans certains cas, donc de toute façon, c'est d'avoir des audits de conformité de vos fournisseurs. Donc là, je répondrai à la question qui était posée tout à l'heure. Et puis après, pourquoi pas à terme, donc selon le choix que vous choisissez, de la certification ou pas. Voilà. Et puis après, vous avez une revue de tout ça, et puis sans oublier de consulter vos parties prenantes, et vous pouvez réitérer un peu ce schéma, et puis être dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, et tout à l'heure sur la question sur les fournisseurs internes, donc quel rôle pour les auditeurs internes dans le contrôle de la conformité des fournisseurs? Alors je ne sais pas, Léna, si vous parlez des auditeurs internes sur la qualité ou sur la RSE, enfin moi j'ai vu les deux. Je ne sais pas si vous pouvez préciser, mais moi ce que j'ai vu, c'est des sociétés par exemple comme H&M ou Decathlon qui ont des auditeurs internes et qui font, ou même Unilever, je connais mieux, qui ont des auditeurs internes, mais qui vont aussi avoir des contrôles externes. Donc, et en fait, la finalité des deux types d'audits est différente. Donc, elle peut tout à fait coexister. Donc, les auditeurs internes, ils vont plutôt aller voir pour évaluer le fournisseur dans une logique de coopération et puis de démarche constructive, où là, on va mettre en évidence donc, des problèmes. Alors, à la fois des risques, on va aussi essayer de mettre en évidence les causes de ces risques pour arriver à résoudre les causes. Et puis on va essayer, et ça va servir de base pour établir un plan de progrès pour le fournisseur. Donc ça, ces auditeurs internes, pour moi ce que je connais, donc ça va être plutôt... D'ailleurs chez Unilever, ce n'est pas des auditeurs internes, mais c'est des ONG avec lesquels Unilever travaille. Mais par exemple, je sais que chez H&M et Decathlon, ils ont donc ces audits internes. D'accord, alors c'était pas ça, mais je vais répondre après. Et puis après, en fait, souvent, ce qu'il faut quand même, c'est là où je sais que Unilever le fait, je ne sais pas trop pour Decathlon et pour H&M, mais il y a des audits de conformité, c'est-à-dire des audits extérieurs, par des sociétés extérieures, des auditeurs certifiés, des auditeurs qui... Oui, je ne sais pas s'ils sont certifiés, mais bon.
et qui, eux, vont voir si justement le fournisseur est en conformité avec le code de l'entreprise du donneur d'ordre, ou ça peut être fait d'ailleurs dans le cadre des initiatives collectives, des audits. Et du coup, ça permet de donner une valeur externe, enfin un œil externe, une certification externe, et donc ça donne de la crédibilité au travail. Avec toutes les limites qu'on peut voir sur ces audits, parce qu'il y avait ce que citait Jacques, mais il y a plein d'autres. Il y a eu des problèmes avec SA 8000 au Pakistan. Enfin, il y a plein de cas où, malgré des certifications, il y avait quand même des soucis dans les usines. Voilà. Donc sur les auditeurs internes, alors pourquoi pas l'ENA? Moi j'ai vu des auditeurs internes qui pouvaient avoir aussi un rôle RSE, mais pas forcément énormément en fait. Alors ce qu'il y a, c'est que l'audit interne, ça va plutôt être pour les filiales d'abord. Moi je parlais de l'audit en fait, je parlais des auditeurs internes, mais pour des audits des fournisseurs, dans les démarches de progrès quoi. Sur l'audit interne, écoutez, ça je ne sais pas répondre. On essaiera de voir, je n'ai pas forcément une réponse éclairée à amener, mais on essaiera de voir peut-être dans un webinaire futur, on essaiera de se pencher plus sur les filiales. Voilà. Ouais, merci, désolé. Donc voilà, donc si vous avez quelques questions avant la fin, vous pouvez y aller. Donc voilà, on a mis ce plan de progrès, donc qui est la base. Et après, c'est intéressant d'aller voir toutes les ressources qui peuvent exister. Et puis après, oui, ça tout à fait, ça j'avais compris. Donc auditeur, pays employé par l'entreprise. Et puis après, donc un dernier focus sur les ressources humaines. Donc je pense qu'il est essentiel d'impliquer ces ressources humaines de manière forte. Donc je pense, mais c'est vraiment une opinion, que sur le devoir de vigilance, alors Marie-Caroline, tu pourras peut-être réagir là-dessus, puis tous les participants peuvent aussi réagir, mais je pense qu'il y aura des responsabilités pour le service juridique qui va, et puis on le voit déjà maintenant, qui met son nez donc beaucoup plus dans la chaîne d'appro, au niveau de la RSE. Responsabilité des achats, je pense que quand on a, enfin moi ce que j'ai pu voir aussi, c'est que quand vous avez des acheteurs qui sont hyper formés, hyper mobilisés sur la RSE, et ça se passe beaucoup mieux, que ce soit pour la détection des risques jusqu'à la résolution. Après, bien sûr, le service RSE, développement durable, et ensuite, donc pour les filiales, donc tout ce qui est production devra être impliqué aussi, et également donc les ressources humaines, et puis les humaines et les syndicats. Voilà. Et puis après, ce que je pense aussi, c'est que tous les services peuvent être impliqués à un certain moment. Et puis après, donc j'insisterai sur le besoin de compétences spécifiques. Donc d'où le besoin de former, d'où le besoin aussi peut-être de recruter, et puis aussi d'où le besoin de temps en temps de faire appel à des ONG ou des consultants externes pour mettre en place cette politique. Voilà. Et puis je conclurai, donc je vous remercie pour votre attention. Je conclurai sur le fait de se poser la question, donc la loi sur le devoir de vigilance, est-ce que ça... Et pourquoi pas, est-ce que ça pourrait justement, pourquoi pas être un levier pour renouveler la RSE dans les chaînes de production? Donc, nous, espoir, à Marie-Caroline qui travaille de vigilance depuis très longtemps.